Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux différents types de contrats. En effet, on le rappelle, le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de moduler la convention qui les relie ensemble, afin qu'elles répondent à leurs souhaits, et ce bien sûr dans le respect des bonnes mœurs et de l'ordre public. Les conventions et les contrats n'ont pas les mêmes buts, les mêmes fonctions selon les parties. En toute logique, donc, il existe une multitude de contrats que nous allons présenter dans cette vidéo. On parlera alors de classification des contrats ou de typologie des contrats. Commençons d'abord par présenter le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, tous deux régis par l'article 1105 du Code civil. Cet article nous dit que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Voyez donc, les deux s'opposent. Synallagmatique, cela signifie bilatéral. Ce type de contrat contient donc des obligations réciproques entre les parties, mais surtout interdépendantes. Ce ne sera pas le cas pour les contrats unilatéraux, car ceux-ci ne créent d'obligation que pour une seule des deux parties. Il y aura donc toujours un accord de volonté puisqu'il y a un contrat, cependant, seule une des parties devra exécuter une obligation. Prenons par exemple le cas de la donation. Il s'agit d'un contrat unilatéral, bien qu'une seule personne est engagée à transférer une propriété. Il y a pourtant un accord de volonté entre les deux parties, et vous le verrez plus en détail si vous étudiez plus loin dans votre cursus le droit des successions et des libéralités. Mais la personne qui bénéficie de la donation doit donner son accord pour que la donation soit valide. Une autre distinction se trouve à l'article 1107 du Code civil. Elle oppose des contrats à titre onéreux aux contrats à titre gratuit. Cet article dispose ainsi que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Attention du coup, certains contrats peuvent être classés dans plusieurs de ces catégories générales qu'on l'on présente dans cette vidéo. Par exemple, un contrat synallagmatique peut également être un contrat à titre onéreux. Selon l'énoncé, vous pourrez retrouver tel classement ou tel autre, l'énoncé de votre devoir. Le contrat à titre gratuit, quant à lui, il est caractérisé par l'animus donandi, donc la volonté de s'appauvrir en quelque sorte sans contrepartie. Vous vous doutez donc bien qu'un contrat à titre gratuit présente un certain danger puisqu'une des parties s'appauvrit sans contrepartie, sans rien recevoir en échange. Ils devront donc, de manière générale, respecter certaines conditions de forme. L'article suivant du Code civil, le 1108, distingue quant à lui les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Celui-ci nous dit que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un événement incertain. Un contrat commutatif, par exemple, serait un contrat de vente d'une maison. On vous donne la maison en échange de son prix réel. Le prix est l'équivalent de la maison. Il n'y a pas de surprise dans ce contrat. En revanche, pour le contrat aléatoire, il existe un facteur risque. Un événement incertain va intervenir afin de modifier éventuellement les prestations. Il s'agit donc là d'un contrat un peu plus risqué, présentant moins de sécurité pour les parties que le contrat commutatif. Un exemple de contrat aléatoire, le contrat d'assurance. Vous payez une assurance, annuellement ou tous les mois, mais vous n'êtes pas sûr d'un jour vous en prévaloir pour toucher une indemnité. Les classifications que nous allons étudier à présent se distinguent par les règles de formation des contrats qu'elles concernent.
En premier, intéressons-nous aux contrats consensuels, aux contrats solennels et aux contrats réels. L'article 1109 du Code civil dispose ainsi que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. L'article 1112 lui-même nous dit que les contrats sont par principe consensuels, c'est-à-dire qu'ils sont formés par le simple échange de consentement, de volonté. Vous vous doutez bien que dans certains cas, le simple échange de volonté, c'est compliqué pour assurer la sécurité juridique. Quand vous achetez une baguette de pain, il n'y a pas besoin de rédiger un contrat, d'observer certaines formalités afin que le contrat soit valable. Vous exécutez votre obligation en payant le prix du pain, la partie en face de vous, donc le boulanger, vous remet le pain. Par contre, un écrit probatoire peut dans certains cas être nécessaire. On rappelle l'article 1359, il nous dit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette somme qui est fixée par décret est de 1500 €. Donc, pour tout montant au-dessus de 1500 €, il faut une preuve écrite. Le contrat est valable même s'il est consensuel, cependant, pour la preuve, il faudra rapporter un écrit. L'article 1113 nous dit d'ailleurs que les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. Dans le cas des contrats solennels, c'est la validité même du contrat qui dépend de la forme. Ainsi, si un contrat doit être solennel, mais que les formalités ne sont pas observées, il ne sera pas valable. On dit que le formalisme est exigé ad validitatem et non seulement ad probationem. Ce sera le cas, par exemple, de la donation que nous avons évoquée précédemment. Puisqu'il s'agit d'un acte appauvrissant le patrimoine de la partie qui donne, il faut une preuve solide, on va dire, donc le respect d'un formalisme. Ce sera également le cas du contrat de mariage ou encore de l'hypothèque. Vous étudierez un certain nombre de contrats solennels lors de votre formation en licence mais également en master. Souvent, le formalisme a pour fonction d'attirer l'attention de la partie contractante sur les risques que présente le contrat, de s'assurer de son consentement. Pour finir, les contrats réels sont formés par la remise d'une chose, nous dit le Code civil. Attention, on n'est pas en présence d'un contrat réel lors d'une vente immobilière, par exemple. Le consentement s'exprime par la remise de la chose dans les contrats réels. On trouve très peu de contrats réels. Ceux-ci sont donc essentiellement le prêt, le dépôt et le don manuel, et absolument pas la vente. L'article suivant du Code civil, le 1110, nous parle du contrat de gré à gré, mais également du contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion reviendra souvent au cours de vos études et nous allons voir pourquoi. L'article dispose ainsi que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Le contrat d'adhésion peut donc comporter des clauses abusives, des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties qu'il faudra sanctionner. Le contrat d'adhésion n'a donc pas fait l'objet d'une négociation, puisque ces clauses émanent d'une seule des deux parties. L'article suivant, le 1111 du Code civil, quant à lui, parle des contrats cadres et des contrats d'application. Il nous dit que le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
Vous retrouverez des contrats cadres dans la distribution, par exemple entre un grand magasin et un producteur, et des contrats d'application pour mettre en application justement ces contrats cadres, par exemple en réglementant la quantité de tel produit acheté pour telle année, etc. Enfin, l'article 1111-1 distingue les contrats à exécution successive des contrats à exécution instantanée. Il nous dit que le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.